Allez, ça faisait un petit moment, Trump a sorti donc son meme coin, Melania aussi, on attend le reste de la famille évidemment. Heu, voilà, c'est le truc évidemment quand on pense à l'étiqueter et cetera qui fait qui fait un petit peu rêver. Bon, l'idée évidemment, c'est qu'on voit mal, Trump faire du rug pull, c'est-à-dire, vendre tout de suite avec il a 80-90 de la supply. On crée, du meme coin. Bon, il va être très pro, crypto et cetera. Heu, quand il sera à la fin de son mandat, on va se dire: «C'est à ce moment-là qu'il va se mettre à vendre». S'il vend avant, ça serait quand même très moche, ça serait mauvaise presse évidemment. Donc il faut partir du principe, si vous voulez, que ça, c'est des trucs qui seront vendus au fur et à mesure et surtout, certainement après son mandat. Donc on sait très bien qu'il va faire une réserve stratégique de Bitcoin et compagnie. Moi, ce qui me gêne un petit peu, voilà, c'est le côté, spéculation, surtout quand vous avez le président des États-Unis qui, en gros, vous fait un open bar. Ça finit mal en général, ce genre de truc. Pour moi, ça fonctionne parce que on est dans un monde qui a énormément de liquidités, énormément de pognon, on avait déjà parlé. J'avais parlé déjà il y a 2 mois, puisqu'il y en a qui aiment bien, prendre il y en a, c'est intéressant si vous voulez, parce que, on est trader, on est investisseur, donc on fait des choix tout au long de l'année et il y en a qui vont à chaque fois retenir, évidemment, tu avais dit fin du bull run. Donc, fin du bull run, pour moi, c'est l'idée que, voilà, on attaque, si vous voulez, une phase de congestion. On est toujours dans une tendance haussière, on est toujours dans un bull run qui a débuté en 2023. J'avais déjà exposé ça. L'idée ensuite, c'est qu'on a le droit de changer d'avis, les gars, hein. Donc, on a le droit également de retourner sa veste, ça fait partie du jeu. Et je partirai du principe, si vous voulez, que les mecs qui changent jamais d'avis, bah, ils sont pas là bien longtemps. Ou alors, ils changent pas d'avis, si vous voulez, parce qu'ils le peuvent, parce qu'ils mettent pas d'argent sur les marchés. À partir du moment où on met de l'argent sur les marchés, changer d'avis, ça fait partie du jeu. Se tromper, ça fait partie du jeu. Et à un moment donné, voilà, il faut aussi intégrer que si vous attendez des mecs sur YouTube qui aient raison à chaque fois, vous allez passer un petit moment quand même à trouver la perle rare. Donc, ouais, j'espère que vous avez bien vu le truc, ça a bien sauté. Donc voilà, ça c'était le coup de la chute fortuite, évidemment, pour vous réveiller un petit peu. Donc évidemment, le bull run est pas terminé, il est dans une congestion. On a fait de la consolidation à plat jusqu'à présent au niveau de notre Bitcoin. On n'a pas cassé les 85 000 dont j'avais parlé justement comme étant le point de résistance qui maintenant est devenu le point de support. Donc à partir du moment où on est au-dessus de ce niveau-là, ça reste positif. Et l'idée reste que si on arrive à casser par le haut, on s'ouvre la prochaine étape qui est sur les 120 000 $. Maintenant, l'idée première, c'était de dire que c'est pas sur le Bitcoin que je vois le plus gros potentiel. Et c'est aussi donc la suite du discours qui avait été de parler du XRP. Justement, dans cette idée de dire, c'est là où il y a certainement la performance qui est à faire. Ben, on est à du x5, x6. On a eu une toute petite congestion également, et là, on repart pour un tour. Donc pour moi, ça, c'est toujours très positif. Je ne sais pas où ça va. Il y a pas de limite. On est dans de la découverte du prix quasiment sur un petit peu au-dessus des niveaux de 2017, 2018, c'était, je sais plus, ouais, début 2018. Donc voilà, c'est les niveaux pour moi aux alentours de 3,50 $, ou si on est en bon gestionnaire, bon père de famille, si on peut tenter de dire ça sur des cryptos, on prend un petit peu des profits. Mais sinon, on est toujours dans une très belle tendance. Et donc, Ethereum, on va faire Solana, puisque tous les mêmes coins et les mêmes coins de Trump sortent sur Solana actuellement. Ce qui permet de mettre un petit boost supplémentaire à Solana, mais en gros, on avait déjà eu le départ, le pullback qui va bien ici, et derrière, là, on a recassé les résistances. On arrive à tenir, donc tant qu'on arrive à tenir ces zones-là, les 225 $, ben là aussi, on essaye de faire du price discovery, c'est-à-dire la découverte de prix, parce qu'on n'est jamais monté à des niveaux plus élevés que ça. Et à partir de ce moment-là, on est haussier point barre. Mais ce que je regarde, pour moi, c'est Ethereum. Ethereum qui peut sembler être un petit peu le perdant du schmilblick, mais on voit bien que Ethereum n'arrive pas à relancer. Donc on va vraiment avoir besoin sur Ethereum d'une capacité à repasser au-dessus des 3500 pour revenir attaquer les 4000, parce que c'est le passage de ces 4000 qui nous permet d'aller chercher là le niveau record de 2021 pour aller chercher du price discovery également. Donc si on a vraiment envie, c'est ça qui est le plus intéressant sur le marché des cryptos, c'est que ça reste quand même très ciblé. C'est-à-dire qu'on a essentiellement quelques cryptos qui prennent toute la liquidité.
et qui arrive à bien monter. Et le reste, c'est ça qui est intéressant, on a plutôt du dump de certaines cryptos pour pouvoir en acheter d'autres. Le même coin de Trump, ça a été intéressant, ça a été pas mal d'arbitrages qui ont été faits. Je pense qu'il faut bien associer, et c'est pour ça que j'avais parlé de fin de bull run, c'est parce qu'il faut bien associer, si vous voulez, les mouvements en cours aussi, sur le fait que vous avez un pump, et on verra, il fera peut-être pas de dump, mais il fera peut-être le dump à la fin de son mandat, mais vous avez un pump de Trump qui est énorme, dans un marché qui est hautement liquide, avec beaucoup de liquidité, mais il faut bien intégrer le chose qu'à un moment donné, si vous voulez, ces liquidités, surtout quand vous avez le dollar qui est très fort, etc., c'est pas non plus quelque chose de très durable dans le temps. Alors il va falloir patienter, mais quand vous faites un petit peu d'analyse macro, c'est là aussi où l'idée venait, c'est de dire attention, quand je dis fin de bull run, etc., c'est de prendre en considération, si vous voulez, votre gestion du risque et quel est le potentiel de gain restant. Parce que tout le monde peut vous promettre 300 000 $, 1 million de dollars, ce que vous voulez, et peut-être que ça ira, mais parce que c'est extrêmement pumpé. On fait aujourd'hui, vous avez même des banques qui commencent à acheter du Bitcoin. Donc c'est ça aussi qu'il faut intégrer, c'est que ça commence à venir taper sur beaucoup de portes où, en gros, il faut bien vous dire que les mecs n'achètent pas avec des convictions personnelles, ils achètent parce qu'ils doivent acheter à un moment donné. C'est au cas où, je veux pas faire une faute professionnelle, si vous voulez, pour qu'on me dise, mais t'as fait quoi? T'as fait quoi pendant toutes ces années où il fallait acheter du Bitcoin et toi, t'as rien fait? Donc, à un moment donné, si vous voulez, ça fait partie de la diversification d'un portefeuille, en gros, pour dire juste j'en avais, ce qui avait été mon cas aussi auparavant. Et ça, c'est vraiment pour moi le plus important. À un moment donné, il faut bien vous dire que quand je regarde, quand je regarde le monde crypto, on nage un petit peu comme sur l'ESG, on nage en hypocrisie totale. C'est-à-dire que pour moi, le marché crypto commençait à s'assainir, dans le sens où les mauvais projets ou les trucs qui reposaient sur rien ne valaient rien. Et les liquidités s'étaient vraiment portées sur les trucs qui avaient le plus de potentiel. Mais aujourd'hui, 15 ans après, est-ce que les crypto-monnaies sont réellement utilisées? Vous pouvez croire ce que vous voulez croire sur Trump et compagnie, mais l'idée reste la même. À un moment donné, c'est de vendre les crypto-monnaies pour récupérer quoi? Des dollars. À un moment donné, si vous voulez, si les États-Unis mettent la main mise sur justement le Bitcoin et compagnie, bah, vous avez des trucs décentralisés, mais in fine, si la supply commence à être détenue par des banques essentiellement, et puis par les États-Unis en particulier, est-ce que c'est vraiment décentralisé au terme, si vous voulez? Donc, quand c'est un truc décentralisé et détenu là, par tout un tas d'organismes qui sont centralisés, moi je pars du principe, si vous voulez, que la majorité, vous avez beaucoup de bitcoins qui sont perdus, donc le flottant est plus petit que ce que l'on croit. Vous avez aussi beaucoup de bitcoins qui sont aux mains de Satoshi, peu importe qui c'est. Mais à un moment donné, le mec, il doit se retourner. Alors s'il est mort, il doit se retourner dans sa tombe. Si c'est un groupuscule, on ne sait pas, mais à un moment donné, si vous voulez, quand vous voyez que votre création commence à être autant, et pour moi, Trump, c'est vraiment la symbiose de tout ça, mais quand vous voyez que votre création commence à être détournée finalement par les hommes, parce qu'au final, les hommes ne sont que des hommes, euh, pour finir certainement comme la genèse du pourquoi vous l'avez créé, et ça finira pareil, bah voilà, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut bien se dire qu'on peut croire au projet, on peut croire à un paquet de trucs, mais à un moment donné, ça reste quand même de la spéculation, puisque les gens, in fine, ont envie d'acheter ça pour le vendre plus cher. Au-delà, au-delà du projet, de gérer mieux les dettes et d'éviter justement les taux d'endettement au-delà de toute raison et de capitaux propres, entre guillemets, classiques de la planète. Donc, pour moi, c'est en train de marcher sur la tête. Et à un moment donné, enfin, je sais pas, si j'étais Satoshi, mais quand je vois mon truc commencer à être perverti, à un moment donné, est-ce que j'ai pas envie de plomber le truc moi-même et de vendre moi-même? Parce que dites-vous bien que MicroStrategy et compagnie qui ont 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 bitcoins, à un moment donné, ils se mettent à acheter maintenant et ils arrivent à faire du collatéral et à prendre de la dette pour pouvoir acheter de plus en plus, mais du coup, leur prix de revient augmente aussi. On est au-delà des 50 000 dollars pour la majorité d'entre eux. Donc ça veut dire que à un moment donné, si vous voulez, même si vous prenez de la dette à pas cher, dans le cas de MicroStrategy, si vous avez le Bitcoin qui, pour une raison ou une autre, vient en dessous des 50 000, vous commencez à rentrer dans un marché qui devient beaucoup plus technique, c'est-à-dire que
bah, beaucoup de personnes qui peut-être n'ont pas envie de vendre sont obligées de vendre parce qu'ils ont des appels de marge. Et en gros, c'est l'effet autoréalisateur, c'est-à-dire que le mec qui se dit quand ça va baisser un petit peu, bah, je suis large encore, etc. Et ben finalement, vous allez avoir des gros vendeurs parce qu'ils ont des appels de marge qui vont faire que le prix va énormément chuter et le mec pensait qu'il était large, il sera plus si large que ça et il devra également se faire sortir. N'oubliez pas que quand on arrive dans des mouvements comme ça et quand on arrive avec du Trump qui vous fait une espèce de FOMO de malade évidemment, et en plus qui sort son même coin juste avant la présidence, pour moi c'est quand même un signal qui peut être vu comme positif dans le sens où ça donne une notoriété supplémentaire à tout ça, mais est-ce que c'est vraiment une notoriété, une publicité dont on veut vraiment lorsqu'on attire finalement que du FOMO et des spéculateurs? Parce que tout ça, si vous voulez, à la moindre baisse des prix, c'est autant de mecs qui rentrent avec du levier en dernier, et cetera, qui sont autant de mecs qui vont vouloir, vendre en mode panique et qui vont insuffler énormément de volatilité au système. Et moi, je l'ai toujours dit depuis 2017, beaucoup ricané, et cetera, mais je voulais parler de toutes les arnaques et justement et des choses qui tueraient finalement le bitcoin dans son œuf. Ça met des années, mais si vous voulez, c'est cette idée première qui est de dire à un moment donné, si vous voulez réellement que le bitcoin soit une alternative, vous ne pouvez pas vous permettre que ce soit autant volatile. Sinon, ça n'a aucune utilité. Le but des monnaies, justement, c'est de réduire la volatilité pour que les acteurs économiques puissent avoir une confiance à long terme et utiliser cette monnaie. Sinon, si vous avez une volatilité qui est énorme, personne ne peut prendre le risque d'utiliser ça. Vous ne pouvez pas vous permettre, si vous voulez, de baser un business comme ça et de vous retrouver trois jours après avec une monnaie qui a une fluctuation de 20 ou 30% à la hausse ou à la baisse. Euh, donc, à un moment donné, si vous voulez, il faut bien considérer euh, ces actifs de crypto-monnaie comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire à ce stade-là, encore aujourd'hui, de la pure spéculation. Il y a pas d'investissement en tant que tel, parce qu'on pouvait investir dans des projets, vous pouvez vous dire ça, ça a un avenir, etc. Mais derrière, c'est quelle va être l'utilisation. Donc pour moi, aujourd'hui, vous avez toujours beaucoup de projets sur lesquels c'est très compliqué de poser une analyse fondamentale. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger, parce qu'on peut toujours se mentir à soi-même et se dire oui, il y a un projet, il y a un truc, un machin. Oui, en effet, et sur beaucoup de projets, il y a des choses qui sont très intéressantes, mais dites-vous bien que tout cela repose dans un monde qui a beaucoup de liquidités et que pour moi, le vrai nettoyage et le vrai côté sain du marché qu'il faudrait, justement, c'est quand ces liquidités se retirent, c'est de voir l'émergence des vrais cryptos, justement, qui ont un avenir et qui seront dans la capacité de résister mieux que les autres. Si vous avez l'ensemble du marché qui part en spécu ou l'ensemble du marché qui se fait démonter, pour moi, c'est pas un marché qui est sain. Vous avez besoin d'avoir un minimum de rotation. Donc, ce que je trouvais sain il y a encore quelques semaines, de voir que justement il y avait des cryptos qui fonctionnaient mieux que d'autres, des projets peut-être plus has-been, etc., qui ne récoltaient pas finalement les liquidités, ben moi je trouvais ça très positif qu'il y ait une sélection. C'est comme sur les marchés boursiers. C'est très positif cette sélection. Mais là, je pense que Trump, pour moi, même si à court terme on peut se dire qu'il fait de la pub, etc., c'est de la mauvaise pub. C'est de la mauvaise pub parce que c'est essentiellement des spéculateurs qui rentrent, qui rentrent éventuellement sur des moments, si vous voulez, où c'est ça que je veux dire quand on est à la fin d'un mouvement, c'est que vous savez pas, vous pouvez être dans la bulle, ça peut durer encore peut-être des années et vous pouvez en effet peut-être doubler, etc. Mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que vous êtes dans les moments où la volatilité fait que il y a la gestion du risque, si vous voulez, vous prenez un risque énorme par rapport à un potentiel qui est vraiment très incertain. C'est là où c'est compliqué. C'est là où ça devient compliqué de faire une analyse rationnelle et de faire une gestion du risque rationnelle. Moi, j'aime bien rentrer sur des niveaux, si vous voulez, qui me donnent le maximum de confort avec le maximum de repères. Et pour moi, il y a 2 mois, quand je vous ai parlé du Bitcoin à 87 000 dollars, 90 000 dollars, pour moi, sur ces niveaux-là, c'était des niveaux justement où j'avais plus suffisamment de repères. Depuis, on a un petit peu mieux construit, etc., ce qui fait qu'on peut se mettre en mode suiveur, mais je mettrai clairement, alors j'en ai plus, hein, mais je mettrai clairement un stop au cul de mes positions. J'hésiterai absolument pas parce que dites-vous bien que si Trump est capable de pomper le truc, euh, la moindre ça me rappelle tellement 2018, c'est le moindre tweet. Alors à l'époque, il était sur Twitter, maintenant il va être sur Trump Social, mais
les tweets viennent avec 6 heures de décalage ou un truc comme ça. Mais globalement, le moindre tweet, ça f donnait une volatilité au marché. Croyez-moi, hein, c'est plus compliqué que ça en a l'air de gérer ce genre de truc et ça fait plus de mal que de bien parce que quand vous commencez à regarder plus le réseau social de Trump que les dernières statistiques économiques qui tombent, c'est que quand même il y a un truc qui tourne pas rond. Heu, donc il va falloir voir un petit peu tout ça, mais voilà, c'est dans cette idée de dérégularisation et de libéralisme et cetera, il y a 2 poids 2 mesures si vous voulez. Je suis moi-même un libéral, j'aime bien moins de régularisation, mais à un moment donné, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que ça attaque la confiance du marché. Et sans confiance et le moindre mouvement où on aura une baisse de liquidité, et il suffit pour ça que le dollar continue de monter et cetera, pour beaucoup de choses que Trump peut mettre en place sur les tarifs douaniers et cetera. Il suffit un petit peu de quelques trucs comme ça, si vous voulez, pour que vous ayez une moindre, liquidité du marché et là, ça peut faire mal très rapidement, si vous voulez. N'oubliez pas que c'est pas qu'une question de fondamentaux, c'est pas qu'une question de pump, une question de flux, question de liquidité. Donc là, voilà, pour moi, c'est un signal peut-être à court terme qui peut être positif et quand je regarde les graphiques, évidemment, quand on regarde les différents graphiques des crypto-monnaies, on ne peut être que positif, alors sur certaines plus que d'autres. Mais à terme, le signal qui est envoyé pour moi, c'est quand même du YOLO, quoi. C'est limite, on revient en 2021, on fait du YOLO, on suit tout ça, mais ça vous renforce, si vous voulez, les biais. C'est pas sain. Alors, ça peut durer, évidemment, on sait jamais, mais c'est pas sain. À un moment donné ou à un autre, la musique s'arrête. Le problème, c'est que voilà, on sait pas trop quand. Mais pour moi, c'est assez compliqué ce genre de choses. AV également, on en avait déjà parlé, c'est très bien. Pareil, c'est dans une congestion, si ça pète par le haut, on va y aller encore un coup. Donc on sent qu'il y a une envie éventuellement d'avoir une jambe supplémentaire. Si on va chercher les cryptos dont le marché ne voulait absolument pas, regardez les rattrapages que vous avez en l'espace d'un mois. Après, vous avez à peu près 50% de pertes. Et là, depuis, c'est des trucs qui vivotent. Bon, ben ça, si ça recasse ici par le haut, vous savez que vous avez une seconde jambe à jouer. Donc on reste toujours, pour moi, dans, si vous voulez, l'idée, quand j'avais dit il y a 2 mois, fin du bull run, et cetera, c'était cette idée-là, justement, de se dire: «Attention, ça va pas monter jusqu'au ciel, il y a besoin de correction». La correction sur le bitcoin a été à plat, ce qui est plutôt positif, hein. Ce qui est même très positif. Quand vous avez justement des corrections qui se font très peu ou à plat comme ça veut dire qu'il y en a encore sous le pied. Donc pour moi, là, on s'est remis avec Trump au-dessus des 98 000 $. On est dans le haut du panier. Si ça break, on va aller dans du price discovery pour aller chercher, je pense, les 120 000. Il faudrait juste voilà, repasser en dessous des 98 000 et a fortiori en dessous des 90 000 que je vous ai parlé comme étant mon pivot de fin de bull run, pour commencer à se dire, OK, on va corriger plus. Mais à ce stade-là, je veux dire, évidemment, avec tout le pump qu'il y a, personne a envie de réellement vendre. Donc évidemment, la supply est de plus en plus restreinte. Mais même, vous voyez, avec une supply qui est restreinte et compagnie, pour moi, j'aurais pensé que le Bitcoin aurait explosé bien plus que ça, en exponentiel. On a fait quand même depuis 2 mois une construction plutôt à plat. Donc là, maintenant, on va voir. Je pense qu'il y en a peut-être encore un petit peu sous le pied. Évidemment, maintenant que je l'ai dit, c'est peut-être là où ça va corriger, c'est toujours pareil. Mais voilà, on est en if-then. Si se passe ça, je fais ça. C'est ça, la bourse, les gars. À un moment donné, on peut prévoir un certain nombre de choses, mais on n'a absolument aucune certitude. Donc on adapte ses plans. C'est comme ça que vous allez survivre. Sinon, si je fais l'éventail du nombre de fois où je me suis planté et j'ai eu tort, c'est bien plus que 50% des fois. Et après, il y a une différence. C'est comme la vie perso et la vie pro, on vous dit de séparer. Ben, c'est pareil. Pour moi, il y a une différence entre les hypothèses que je peux mettre en place et ce que je vais décider de trader. Je vais trader ce que le marché me donne. Par contre, pour éviter d'être un mouton de panurge, j'essaye d'avoir un certain nombre d'hypothèses de travail. Et quand je vois certains commentaires sur mes vidéos, je me dis que c'est pas suffisamment compréhensible, si vous voulez. Il y a un travail d'hypothèse, il y a ce que je peux penser, mais il y a derrière ce que je vais trader. Et pour moi, il doit y avoir une dissociation. À un moment donné, si mon hypothèse de travail n'est pas la bonne, je dois pouvoir suivre juste les signaux qui me sont donnés. Et sans avoir aucun ego. C'est-à-dire que je m'en fous
de me planter, d'avoir tort pendant 6 mois, machin bidule. J'ai une hypothèse de travail, si vous voulez, qui me permet justement, de rester les pieds sur terre et c'est comme ça que j'ai envie de gérer mon portefeuille. J'ai pas envie de gérer mon portefeuille en mode FOMO et en mode, «Oh mon Dieu, mais pourquoi j'ai pas de Trump, quoi? Non mais allô?» Heu, c'est juste ça. Évidemment, il y aura toujours des mecs qui feront fortune très rapidement sur ce genre de truc, mais croyez-moi, ils les perdront très rapidement aussi en règle générale. 99 des mecs qui font, fortune très rapidement sur les marchés, que ce soit crypto ou actions, surtout avec une maigre expérience, les reperdent en général tout aussi rapidement parce qu'ils ont rien appris, parce qu'ils vont continuer à faire du levier, parce qu'ils vont continuer d'être en mode spécu et qu'à un moment donné, ils ont des certitudes. Et qu'à un moment donné, le marché voudra faire une pause ou quoi que ce soit, et ils seront pétris de certitudes avec du levier. Donc on en est là. À un moment donné, si vous voulez, il faut avoir une certaine gestion. Il faut pas appeler le marché débile. Je vois plein de gens qui disent c'est débile. En général, les gens qui disent c'est débile, c'est les gens qui sont plus en position. Je ne suis plus en position, mais je dis pas que c'est débile. Moi, ce que je dis, c'est que je pars du principe, si vous voulez, que je fais attention, voire à avoir des objectifs à 300 000 ou 500 000 dollars. C'est comme ça que vous vous biaisez. Pensez plutôt l'inverse. Pensez plutôt, je ne vends pas mon Bitcoin tant qu'il ne descend pas en dessous de 90 000. Pensez comme ça. À un moment donné, quand vous êtes en price discovery, qu'on ne sait pas où ça peut monter, etc., la question à se poser, c'est quel est mon horizon de temps? Est-ce que j'ai besoin de cet argent-là? Est-ce que ce que je suis en train de gagner en plus-value latente, ça change ma vie ou pas? C'est faire de la gestion un petit peu en bon père de famille. C'est-à-dire peut-être vendre au fur et à mesure, par étapes. Et pour moi, les 90 000 dollars, c'était une étape. À partir de ce moment-là, pour moi, c'était ma dernière étape. Maintenant, voilà, il faut accepter qu'on se trompe des fois, qu'on attend une correction pour se replacer qui ne vient pas, et que je suis sur autre chose. Point barre. Donc je voulais... Alors je sais que c'est toujours des commentaires qui sont minoritaires, mais c'est important pour moi de rebondir sur ces points-là, parce que ces commentaires qui sont peut-être minoritaires donnent aussi une certaine vue des gens. Et si vous regardez des vidéos YouTube, si vous voulez, c'est quelque part que vous essayez de vous améliorer, d'avoir des conseils ou voilà, d'aller chercher une analyse pour soit étayer la vôtre, soit la contredire, parce que c'est bien aussi des fois de contredire ses propres vues, mais c'est en gros que vous allez chercher quelque chose quand vous regardez des vidéos YouTube. C'est pas juste de dire oh là là, t'es trop nul, tu t'es encore trompé. Alors évidemment, certaines personnes vont chercher ça, bien entendu. Mais cette idée, voilà, c'est bien de comprendre qu'à un moment donné, la bourse, c'est quoi? C'est de la gestion des probabilités et de la gestion du risque. Aujourd'hui, si je suis en honnêteté, parce que j'ai plus de position, donc je peux justement avoir le moins de biais possible, c'est haussier point barre. Au-dessus justement de mon niveau pivot, que je considère qui est toujours pivot, qui est sur les 90 000 dollars. Ah, je peux même le projeter à 85 000, mais c'était le niveau dont on avait parlé il y a 2 mois. J'avais dit: «On arrive sur ce niveau-là, c'est le niveau sur lequel, pour moi, il y a un blocage». Il n'y a pas eu de blocage, on l'a cassé, on s'en est servi comme support. C'est bon, on est en price discovery, on est en hausse qui peut maintenant prendre de l'exponentiel grâce à Trump, mais c'est pas un truc sain. Vous voulez mon avis? C'est pas sain. Mais après, on s'en fout que ce soit pas sain éventuellement, hein, mais c'est juste quelque chose à garder dans un coin de sa tête. Maintenant, j'arrête le blabla. On reprendra peut-être une vidéo d'analyse un peu plus, mais je veux dire, voilà, vous avez le Dogecoin, on va faire l'analyse un petit peu. Vous avez le Dogecoin, voilà, qui éventuellement est dans ce genre de figure. Il faut casser ici par le haut, et par le bas, évidemment, ça serait moins glamour. Mais voilà, vous avez un certain nombre de figures maintenant qui se construisent. Mais enfin, regardez un petit peu la volatilité. Le Litecoin, on avait regardé Litecoin Monero la dernière fois. Le Litecoin, on essaye de revenir sur les 140 dollars. C'est construit, mais enfin, la volatilité, les mecs. Donc, voilà, c'est compliqué, mais les configurations sont toujours bonnes, mais il faut pouvoir encaisser ça. Vous pouvez pas avoir des positions énormes, c'est pas possible émotionnellement de pouvoir encaisser, à moins d'allumer un cierge et de prier, quoi. Mais, mais là, voilà, vous avez toujours besoin de ces 140 dollars. Pour l'instant, ils sont pas cassés. Ce que l'on voit, c'est que le marché, euh, pour moi, va chercher quelques cryptos, essentiellement XRP. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Euh, des fois, quand même on se plante pas continuellement. Et c'est ça aussi que les gens comprennent pas. C'est que je préfère largement me planter 5 fois, et si vous voulez, et ne pas faire un gain de 10% de hausse,
que de me planter et d'avoir raison une fois, mais c'est un fois 6 derrière. C'est ça que les mecs comprennent pas, c'est qu'il y a tellement de gens qui cherchent à avoir raison tout le temps et à avoir des trades qui sont gagnants tout le temps. Ceux-là, ils sont ruinés, hein, ils ont une espérance de vie qui est très limitée. Le but, si vous voulez, c'est de bien comprendre qu'on va se planter une fois sur deux. Mais quand je me plante, je veux pas perdre beaucoup. Ou quand je me plante parce que je vois un truc trop tôt, l'idée, c'est que ça fasse pas x6 derrière ou que j'ai eu l'opportunité de me replacer sur autre chose qui a surperformé peut-être. Pas toujours le cas, bien entendu, même pas du tout ces 4 dernières années, mais c'est peut-être parce que j'ai un petit peu de bouteille, hein, et que je joue un petit peu plus en mode père de famille qu'en mode spéculateur. Parce que j'ai vécu un paquet de trucs. Mais voilà, c'est bien prendre en compte, si vous voulez, que le marché est une bête émotionnelle. Quand tout va bien, ça va bien, mais à un moment donné, il y aura des retours de bâton. On ne sait pas quand, mais c'est juste gérer son risque. C'est ça qui est important. Être là demain pour pouvoir saisir les nouvelles opportunités. Faire en sorte que chaque trade ne puisse pas changer votre vie. Parce que s'il peut changer votre vie en bien, il peut aussi la changer en très mal. Donc c'est bien comprendre que c'est un marathon. On est là pour faire une multitude de trades et dans l'ensemble, ces multitudes de trades doivent vous donner la performance et doivent, après des années, avoir cette capacité justement à changer votre vie si vous le voulez. Mais c'est ça, on est dans quelque chose qui se construit dans le temps. Malheureusement, depuis le Covid, je pense qu'on a fait et défait des richesses de manière trop rapide qui font que les leçons ne sont pas apprises, ne sont pas comprises. Et vous avez un paquet de traders qui ont fait et défait des fortunes de cette manière-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, ça veut dire, si vous voulez, que leur approche fonctionne dans un environnement de marché, mais qui ne savent pas adapter leur approche lorsque l'environnement de marché change. Et on est typiquement là-dessus. On est typiquement là-dessus quand je lis certains commentaires, c'est typiquement dans la non-compréhension de qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. Et donc, on va chercher des vidéos YouTube pour se moquer, mais au-delà de cela, ça prouve bien, si vous voulez, qu'on n'est pas dans la capacité de changer sa manière de penser vis-à-vis du marché. Donc, on se moque de quelqu'un qui se trompe, sans comprendre, si vous voulez, que se tromper, ça fait partie du jeu et ça doit faire partie du jeu. Sinon, ça veut dire tout simplement que vous cherchez à avoir tout le temps raison et que vous êtes sur YouTube parce que vous ne gagnez pas. Parce que finalement, vous faites de très bons gains quand vous avez raison, mais quand vous avez tort, vous faites des très grosses pertes. Et ça s'annule. Ce qu'il faut, c'est toujours la même chose, c'est que quand j'ai tort, je fais en sorte que ça me coûte le moins d'argent possible. Quand j'ai raison, eh ben, c'est comme XRP, ça fait un x6. Ok, donc c'est là-dessus. J'ai très peu de trades qui me rapportent la majorité de ma perf annuelle. Mais c'est ça que je veux faire. Et par contre, ce que je veux, c'est réduire un maximum. Ça a été mon problème pendant très longtemps. Je veux réduire au maximum les très grosses pertes. Donc je veux réduire au maximum les certitudes que j'ai qui font que je moyenne à la baisse et je vais conserver des titres qui ne sont pas du tout dans la bonne config et qui sont contre moi en mode espoir. Et ça, c'est ça qui vous trucide une perf. Ok? Dire que je crois à la fin du bull run et qu'il faut faire un petit peu attention et il y a une consolidation à plat sur le Bitcoin, moi je ne considère pas ça comme une mauvaise analyse si vous voulez. C'est haussier, point barre, c'est dans le sens contraire, mais c'est une gestion du risque. C'est une gestion de dire, il y a peut-être mieux à faire ailleurs. C'est ça qu'il faut comprendre aussi sur ces éléments. Donc après, j'aime bien m'expliquer, mais pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quelque chose à retenir et que je pense que chacun, si vous voulez, a quelque chose à prendre pour progresser de cela. Et moi le premier. Quand je fais une analyse et que je dis, bon, ok, je vois bien la fin, bah, c'était totalement anticipé, c'était totalement contrarien, et donc c'était contre le marché. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, on peut le penser, mais le trader, c'est peut-être là, c'est là où est l'erreur. Donc savoir dissocier un petit peu ce qu'on peut penser en disant, oula, les mecs, ils sont en train de partir en mode total spécu, mais c'est là aussi où on fait le maximum d'argent le plus rapidement possible, dans les exponentiels. Mais on sait très bien avec l'expérience que ça ne dure pas éternellement, mais qu'on aurait tort de couper les branches de notre arbre trop tôt. Parce qu'on ne sait jamais jusqu'où ça peut monter. Donc avoir une stratégie non pas de vente sur objectif à ce moment-là, mais de vente sur stop, c'est-à-dire de cassure de support, qui prouve à un moment donné que voilà, c'est pas encore mature et ça part pas en exponentiel. Donc c'est ça toujours la réflexion à avoir. Voilà, donc on verra ce que Trump fait, évidemment. Moi, je vois toujours d'un mauvais œil quand vous avez un président qui commence à pumper les trucs lui-même.
Enfin, bon, c'est Trump en même temps, on est d'accord, mais est-ce que c'est vraiment, ce dont j'ai envie? Je trouve que c'est très limite, ça peut faire beaucoup de mal à la confiance et à l'écosystème global. C'est ça que je pense, ça peut in fine in fine se retourner contre l'écosystème. Donc c'est positif aujourd'hui, mais je pense, si vous voulez, que à terme, ça sera négatif. Maintenant, c'est ce que je pense, hein. C'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. De toute manière, il faut partir du principe que ça va durer certainement tout le mandat, mais après le mandat de Trump, ben, je suis bien curieux. Je suis bien curieux de voir. Donc bon, c'était une longue vidéo, pour raconter ma vie, mais pour rebondir surtout sur les commentaires. Évidemment, c'est toujours une minorité, mais c'est une minorité qui est volubile. Hem mais je pense que voilà, ça peut aider aussi pour celles et ceux qui commentent pas ou qui lisent ces commentaires-là, de rebondir sur ça. De rebondir et de savoir dire aussi que, bon, ben c'était pas une bonne idée cette analyse-là, c'était pas une bonne analyse. Je me suis planté en effet, et à un moment donné, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On apprend à retourner la veste. Moi, ça me pose aucun problème et je pars du principe que les investisseurs qui gagnent vraiment sur les marchés, vous verrez toujours qu'en fait, ils ont le moins d'ego possible. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire: «Ah bah, ouais, je s'étais planté» et de toute façon, très rapidement, après, quelques chandeliers, si vous voulez, vous êtes dans la capacité de vous dire: «Bah, là, ouais, en effet, c'est planté, c'est pas bon, je retourne ma veste, je reprends la position». Je dis souvent, et je vais conclure sur ça, parce que sinon ça fait des vidéos à rallonge, pour pas grand-chose, mais la conclusion à ça, c'est que pour moi, beaucoup de personnes vont toujours me dire: «Ben voilà, c'était une erreur de pas acheter. C'était une erreur de vendre». OK? Ça commence un petit peu à baisser, vous vendez, paf, ça remonte, ah ben ouais et vous êtes bloqué parce que vous arrivez pas à racheter parce que c'est un prix supérieur auquel vous aviez acheté à la base. L'erreur, en fait, c'est jamais de vendre, parce que vous gérez votre risque. Peu importe, parce que c'est la peur, la tenue de votre plan, peu importe. Pourquoi? Vous avez vendu. C'est fini, c'est fait. Concentrez-vous sur le prochain trade. Et si vous avez un nouveau signal d'achat, reprenez la position. Faites abstraction du passé, reprenez la position avec un nouveau plan. L'erreur, en fait, c'est de ne pas reprendre la position parce que vous l'aviez déjà et que ça s'est soldé par un mauvais trade. Moi, j'ai un paquet de titres qui m'ont rapporté énormément, sur lesquels j'ai commencé par faire plusieurs allers-retours qui étaient perdants, avant que j'arrive à choper le bon moment qui fait que je re-rentre en position. Mais si j'avais le biais de dire ce trade-là, j'ai la poisse, je l'ai passé pendant plusieurs fois et il n'a pas fonctionné, il m'a coûté de l'argent, maintenant je ne le reprends pas, ben, ça vous fait une autre frustration parce qu'à un moment donné où il part vraiment, vous vous dites voilà, je l'ai suivi pendant tous ces mois pour rien. Donc on suit tous les signaux. On taille les positions, on suit les signaux et on fait un plan. Et on respecte le plan. C'est l'optimum vers lequel il faut aller. On n'est pas là pour jouer aux devinettes. Tout le monde a envie de dire, ben ouais les mecs, faut acheter le Monero, ça va à 300 dollars, 400 dollars. Très bien, on peut faire le plan si vous voulez, mais on fait surtout le plan au cas où ça ne se passe pas, parce que mon but, c'est de ne jamais perdre énormément d'argent sur chacun des trades que je fais. Et mon but, c'est que chaque trade ne fasse pas ma performance de l'année. Sinon, ça veut dire qu'il a aussi le pouvoir de la défaire. Donc Monero aussi, c'est quelque chose qui est dans une très bonne configuration. On peut rester positif, mais il faut accepter la volatilité. Vous voyez, vous avez beaucoup de volatilité. Si on va chercher un petit peu plus bas, ça c'est moyen moins. Il ne faut pas casser là les bonnes obliques que l'on a. Donc je continuerai, vous me direz dans les commentaires, moi je continuerai à faire ce type d'analyse-là, qui sont des analyses au moment M, justement sur les configurations, ce que je trouve intéressant. Et derrière, on voit bien Trump qui est en train maintenant de pousser le marché, tout le monde est bien ouvert, vous avez les actions également qui sont liées aux crypto-monnaies, de toute façon qui sont là aussi, qui ont connu des corrections tout le mois de décembre. Ok, donc quand je vous parlais de fin de bull run, etc., c'est un sentiment général aussi. Donc on a bien eu ces corrections pendant tout le mois de décembre, et là, depuis la fin du mois de décembre, on le voit, le FOMO, etc., et le pump Trump jusqu'à son investiture. La vraie question pour moi maintenant, c'est quelques jours après son investiture, parce que là, on anticipe tout ce qui va passer, tout ce qui va signer éventuellement. Est-ce qu'on va continuer d'acheter parce qu'il va passer le fonds de réserve, etc., ou est-ce qu'on va vendre la nouvelle? Parce que est-ce qu'on l'a déjà anticipé et qu'on sera finalement déçu par les montants qu'il va annoncer? C'est ça qui est important d'intégrer, parce que la problématique maintenant, c'est que le marché il repose sur la liquidité
et le fait qu'on a ce pump de Trump. Donc si on enlève soit la liquidité, soit le pump de Trump, parce qu'on est un petit peu déçu à court terme peut-être sur les montants, soit les deux, qu'est-ce qui reste? C'est ça la vraie question à se poser. Et donc c'est là où ce qui reste, c'est le fondamental, le socle. Où est-ce que vous avez du vrai fondamental? C'est ça les vraies questions à vous poser, et surtout pour les plus long-termistes. Allez, je boucle ici. Je regarderai vos commentaires comme d'habitude. Salut.